Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspect Talk. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est une chaîne où on parle TSA, TDAH et de tous les sujets qui me tiennent à cœur. Alors aujourd'hui, voilà, je vais parler de mon anniversaire de mariage avec mon mari TDAH puisque c'est demain, nous allons fêter nos 21 ans, un mariage qui n'a pas été de tout repos. En fait, j'ai envie de parler de choses un petit peu intimes tout en gardant des choses dans ma vie privée pour que peut-être ça aide certaines personnes à comprendre, certaines choses. Parce que c'est pas simple d'être marié avec un homme TDAH. Faut savoir que mon mari, c'est une personne qui a, un TDAH très fort puisqu'il l'a toujours à 44 ans. Quelqu'un qui est très impulsif et qui évidemment n'a jamais été détecté enfant. Maintenant, il commence toujours, tout juste, pardon, à commencer à peut-être se dire que oui, il a un TDAH parce que voilà, il s'est passé des choses dans sa vie. Je rentrerai pas dans les détails qui lui ont montré qu'il avait un TDAH. Il reste juste à faire le long parcours du diagnostic. Vous savez qu'on ne diagnostique pas un adulte TDAH en une seule séance chez un psy. Ça prend beaucoup de temps et évidemment, c'est compliqué parce qu'il n'y a jamais de place au dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont eux ce sont eux en général qui ont les centres d'expertise. Donc je vais vous raconter les 21 ans de mariage avec mon mari. Donc en fait, j'ai rencontré mon mari le 23 août 2003. Voilà, je m'en souviens encore. En décembre 2003, j'ai tout quitté pour, le rejoindre et le 17 janvier 2004, on s'est mariés. Et le 1er novembre 2004, notre premier fils est né. Donc vous voyez qu'en l'espace de un an, même pas un an et demi, il s'est passé la rencontre. Je quitte tout pour le rejoindre, je me marie et notre premier fils naît. Alors, il faut savoir que moi, je suis TSA, donc je suis une personne incroyablement réfléchie. Je mets énormément de temps à me décider, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et je sais pas comment j'en suis arrivée à me marier avec quelqu'un que je connaissais à peine, mais j'ai senti que c'était lui, c'était comme une évidence. Et alors, mon mari, en fait, dès qu'il m'a rencontrée, il a été très très honnête avec moi. Il m'a parlé de toutes les bêtises qu'il avait faites dans son passé. Et à l'époque, évidemment, je ne savais pas qu'il avait un TDAH. Je ne connaissais même pas le TDAH. Mais avec le recul, je vois bien que toutes ces bêtises, c'était vraiment lié à ce TDAH non diagnostiqué, un TDAH très fort. Donc déjà, il avait été très honnête avec moi. Donc en fait, j'aurais pu me dire, ok, mais alors vraiment, cet homme, voilà, il m'inspire pas trop. Je vais. Et non, vraiment, je me suis mariée, je pense, en connaissance de cause avec lui. Et c'est quelqu'un qui était vraiment très passionné, qui s'est investi dans notre mariage. Notamment, voilà, comme j'étais enceinte, il était vraiment aux petits soins pour moi. On n'avait pas d'argent, on était complètement fauchés, on était au RSA et du coup, bah, mon mari, il a mis du temps à trouver du travail et pendant tout ce temps-là, bah, voilà, il faisait tout à la maison, il faisait la cuisine, enfin, il faisait le ménage. Enfin, quand notre fils est né, il avait toujours pas trouvé de travail donc du coup, bah, il était aux petits soins et vraiment j'étais contente parce que, moi, c'est vrai qu'en tant que personne, autiste, même si j'avais rêvé toute ma vie d'être maman, j'étais pas très à l'aise avec un nourrisson, notamment pour tout ce qui était, lui donner le bain et mon mari, il était très à l'aise parce que lui, dans son expérience et ben, il était baby-sitter donc voilà, il vient d'une famille très nombreuse et du coup, il avait vraiment, était très à l'aise avec les bébés donc j'étais contente d'avoir quelqu'un qui était très à l'aise avec, tous les soins à donner notre nourrisson. Voilà, donc ça, c'est le côté positif, mais très vite, j'ai constaté chez mon mari vraiment des sauts d'humeur et je comprenais pas pourquoi, mais comme ça, en quelques minutes, il pouvait changer d'humeur et partir dans des humeurs très négatives et c'était vraiment très dur à gérer pour moi. Et je savais pas que les sauts d'humeur, c'était dû à la dysrégulation émotionnelle, qui est un des symptômes du TDAH. Alors, officiellement, dans les manuels de médecine, vous verrez pas forcément inscrit ce quatrième symptôme, mais chez tous les spécialistes, et ils vous diront vraiment, ceux qui sont vraiment très informés, que vraiment la dysrégulation émotionnelle, c'est le quatrième symptôme du TDAH. Et du coup, il avait des changements d'humeur, il était
très agressif verbalement. Voilà, donc en fait, on a avancé dans la vie comme ça. Il y avait à la fois les bons côtés, donc les bons côtés, c'est que voilà, il était très présent pour s'occuper des enfants, pour faire beaucoup de choses dans la maison. C'était quelqu'un, voilà, de très dynamique, de très enthousiasme. C'est quelqu'un, voilà, il a finalement, au bout d'1 an, il a trouvé du boulot, puis après, il a plus jamais arrêté de bosser. Il se donnait à fond dans son boulot. C'est quelqu'un de super bosseur, super travailleur, mais vraiment, le problème, c'était ça, c'était son comportement où, quand il avait comme ça cette dysrégulation émotionnelle, il devenait vraiment très agressif. En fait, c'est quelqu'un qui arrivait pas à exprimer ses émotions, et moi, je sais que j'ai énormément pleuré, et en même temps, voilà, je restais, j'aurais pu me séparer de lui, j'aurais pu divorcer, et puis non, au fil des années, en fait, voilà, je sentais que, voilà, je devais rester avec lui, que c'était l'homme de ma vie, même si c'était difficile, et il devenait aussi très intransigeant avec les enfants, et un rien l'énervait. Après, j'ai compris que lui, il avait vécu beaucoup de violences éducatives, en fait, quand il était enfant, qu'il s'était pris des claques. Parce que, bon, mon mari, en fait, est djiboutien, et dans les pays africains, quand un enfant fait une bêtise, on fout des claques. C'est pas comme chez nous, voilà. En plus, maintenant, chez nous, la fessée est interdite, mais c'est considéré comme normal de foutre des claques. Donc, en fait, il avait reçu beaucoup, beaucoup d'amour de la part de sa mère, mais comme il faisait beaucoup de bêtises, bah, il se prenait des claques, à mon avis, je pense quasiment tous les jours. Et quand il m'en parlait, il vivait pas ça comme étant, voilà, de la violence éducative, pas du tout. Donc en fait, voilà, en fait, il faut vous dire que si vous êtes avec une personne TDAH qui a jamais été diagnostiquée, bah, cette personne, elle a certainement subi des violences éducatives, et ces violences éducatives, elles sont dues à l'ignorance, et vraiment, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour dire que vraiment, voilà, si vous avez un enfant, qui fait constamment des bêtises, bah, faut pas vous dire qu'il fait exprès, faut le faire diagnostiquer. Il a pas forcément qu'un TDAH, mais enfin, il y a de fortes chances que ça soit un TDAH. Ce sont des, voilà, des enfants qui courent à droite à gauche, qui grimpent partout, qui attrapent tout. Mon mari m'a raconté qu'il avait, par exemple, volé la mobilette d'un copain qui était parti avec. Enfin, il m'a raconté des trucs, voilà, qu'il avait été très brusque avec un camarade, et puis qu'il avait poussé, que le camarade s'était fait très mal. Et c'était pas de la méchanceté, c'était vraiment, c'est que je pense que voilà, avec le recul, avec ce que j'ai appris entre-temps sur le TDAH, je pense que c'est cette impulsivité qui fait que c'est comme si, voilà, les enfants de TDAH, en tout cas ceux qui ont un TDAH très fort, qui sont très impulsifs, peuvent, euh, peuvent vraiment en arriver à pousser leurs camarades, mais pas pour leur faire du mal, parce que c'est, voilà, c'est comme s'il y avait un courant électrique qui sortait, voilà, qui sortait de leurs mains. Donc, c'est quelque chose, voilà, de très tabou dont je voulais parler, parce que, voilà, un enfant TDAH n'est pas violent par plaisir, mais voilà, il y a cette impulsivité qui les pousse à, à, cette, à ces gestes violents. Donc voilà, donc on a avancé dans la vie, on a quand même eu des bons moments, parce que voilà, on a quand même eu un deuxième, un troisième enfant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce côté agressif, que mon mari finalement était très dominateur, qu'il fallait faire un petit peu les choses comme il voulait. Voilà, et en même temps, voilà, il me disait qu'il m'aimait, voilà. Donc il faisait beaucoup, beaucoup de choses pour la famille. C'était vraiment son but qu'on manque de rien, et il se donnait à fond dans le boulot. Alors, au fil des années, il commençait vraiment quand même à son agressivité, voilà, commençait à se calmer, s'apaiser. Le fait d'avoir, voilà, une relation stable sur le plan affectif, ça l'a quand même apaisé. Moi, ce qui m'a fait vraiment pardonner à mon mari cette agressivité verbale, ça a été vraiment de sentir qu'il y avait certainement chez lui des blessures dont il ne parlait pas. Je sais aussi que mon mari, il m'a raconté qu'à 18 ans, il était parti de chez lui. Et puis là, sur un coup de tête, voilà, parce qu'il s'était disputé avec son père, il est parti chez lui avec pas grand-chose, un petit peu d'argent. Et il n'a pas donné signe de vie à sa famille pendant 2 ans. Il a erré à travers l'Afrique. Et vous savez que le continent africain est parsemé de pays en guerre, où il y a beaucoup de violence. Et lui, bah, il a vu, il a été témoin de ces violences. Il a traversé, parce qu'il était totalement inconscient, totalement ignorant des dangers. Et il a traversé des pays en guerre, il a vu des cadavres sur la route, enfin, il a vu des choses terribles. Donc tout ça, ça a contribué à, vous voyez, l'abîmer. Et je pense que ça peut expliquer après cette insécurité qu'il avait affective. Et mon mari a voulu plusieurs fois partir, à chaque fois il revenait.
Il y a 6 ans, il a décidé de monter sa boîte et puis, moi je commençais à avoir des problèmes de santé, puis il m'a plaqué. Il m'a dit: «Bon, beh, c'est terminé entre nous», il est parti et donc ça a été évidemment très, très dur à vivre pour moi et pour la famille et puis finalement, il a jamais divorcé, en fait. Il revenait constamment vers moi, en fait. Il arrivait pas, en fait, à savoir ce qu'il voulait. S'il m'aimait, s'il m'aimait plus, s'il voulait me quitter, s'il voulait pas me quitter. Et moi, bah, j'essayais, voilà, mon but, c'était de sauver notre mariage et je voyais quand même, je ressentais quand même qu'il avait de l'amour pour moi. Mais c'est vrai qu'il savait pas m'aimer bien, en fait. Et je pense que, voilà, vu le passé qu'il avait, voilà, les traumatismes, les violences éducatives qu'il avait subies, c'était dur, lui, de savoir aimer sans ce caractère comme ça agressif, violent. Et voilà. Et donc moi, au fil des années, j'ai commencé à... En fait, on a découvert le TDAH de notre petit dernier, et c'est à partir de là, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle et à comprendre que mon mari, en fait, avait un TDAH. Donc, en fait, j'avais cet instinct en moi qui me disait non, c'est pas quelqu'un de méchant, en fait, c'est quelqu'un qui ne contrôle pas cette agressivité. Et l'agressivité d'une personne TDAH, elle peut s'expliquer par la dysrégulation émotionnelle et par cette impulsivité et parce que la personne ne comprend même pas, en fait, ne comprend pas ce qu'elle fait. Et avec le recul, je me dis que face à une personne comme ça, il aurait fallu que moi, je sois une personne très forte. Et moi, j'étais quelqu'un de très fragile. J'avais subi 12 ans de maltraitance par mon père. Donc, j'étais pas du tout, je pouvais pas lui apporter du répondant, en fait. Je pense que, voilà, face à mon mari, cette agressivité verbale, ce côté dominateur, il aurait fallu vraiment que je mette des limites très claires et que je pense que c'est ça. Les personnes TDAH, elles ont besoin qu'on leur pose des limites claires parce elles cherchent constamment les limites. Elles repoussent les limites. Il y a un côté comme ça qui est très transgressif chez les personnes TDAH. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais vraiment ce témoignage, que je parle de ma vie privée, alors que je n'aime pas du tout faire ça, mais c'est vraiment pour que si vous êtes marié avec une personne TDAH, vous êtes en couple, que vous ayez de comprendre que voilà, faut leur mettre des limites parce que tant que vous restez là, que vous vous contentez de pardonner, ils pensent que ce qu'ils ont fait n'est pas si grave que ça en fait. Voilà, donc sans rentrer dans les détails, mon mari a, donc on a été séparés, puis on s'est remis ensemble. Là, on est à nouveau séparés parce que vraiment, il dépassait les bornes. Mon mari a de gros soucis et il a enfin compris ce que je lui disais depuis des années qu'il avait un TDAH. Il a enfin compris qu'il fallait qu'il se pose. Donc là, maintenant, voilà, il fait du yoga, il médite tous les jours et et vraiment, voilà, il se remet en cause. Mon mari avait aussi, un problème aussi au niveau du travail. Quand il a créé sa première boîte, il y a 5, 6 ans, voilà, depuis cette période-là, il est en sur-régime. C'est-à-dire que les personnes TDAH, quand elles se donnent à fond dans le travail, elles n'arrivent pas à s'arrêter, à moins d'avoir des problèmes, des gros problèmes. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a des gros soucis, donc je n'aurai pas les détails. Donc là, voilà, sa société va fermer. Et il était obligé et c'est ça qu'il a vraiment un truc vraiment fort pour qu'il s'arrête. Ils ont du mal à comprendre. Beaucoup de personnes TDAH finissent à l'hôpital en burn-out. Et donc là, voilà, mon mari est en train de tranquillement se remettre en cause. Et je sais pas si, voilà, on est toujours mariés quelque part. Voilà, j'aime toujours mon mari, je sais qu'il m'aime, mais voilà, on reste séparés. Je sais pas si on se remettra ensemble ou pas. Je lui avais déjà donné une chance qu'il a pas su saisir puisqu'on s'était remis ensemble, mais il avait pas vraiment décidé voilà, de se remettre en question profondément. Il a fallu qu'on en arrive à des extrémités, voilà, pour que maintenant, voilà, il a enfin un rythme de vie qui est sain, voilà. Il, heu, il médite, comme je disais, il prend conscience, voilà. Il lit beaucoup, alors qu'avant, voilà, il était complètement accro à son portable. Et voilà, mon mari était toujours en train de dire action, réaction, et moi je lui disais pause, réflexion. Et voilà, et là, la vie l'a obligé à faire une très grande pause, une très grande réflexion, et voilà, sa vie change complètement. Peut-être qu'on se remettra ensemble ou pas. En tout cas, on est toujours mariés. Moi, je garde toujours une affection pour lui, sincère et profonde. Lui aussi, voilà, on échange par courrier. Voilà, et je voulais juste terminer en vous lisant un passage, voilà, du Nouveau Testament, parce que moi, je suis catholique et c'est ma foi qui m'a vraiment aidée à tenir tout au long de ce mariage compliqué. Voilà, donc c'est un passage célèbre de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui parle de l'amour, le vrai.
L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Voilà, chers amis, j'espère que ce podcast vous aura inspiré pour peut-être mieux comprendre comment avoir une relation stable et durable avec une personne TDAH. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser vos questions et à partager si vous aussi vous avez une relation avec une personne TDAH. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.